Mais dans nos têtes là, dans ma tête là, Eteni, c'est un détourneur dans ma tête. Ça ne change pas. Dans ma tête, c'est un détourneur. Et comment quelqu'un qui a détourné peut s'ériger en donneur de leçons? Non, mais quand même, il faut que ce soit seulement au Congo. Hein? Pour que moto ayibi, moyibi, aya kopé sa leçon, na moto atikala ko yibate, moto atikala ko gérer te. Atikala ko gérer bien évidemment chose publique. Donc etene ayibi mongo ya l'état, mais azo ya kopé sa leçon na Augustin Kaboya o atikala ko yibate, atikala ko gérer chose publique. Moi j'ai appris, je me suis renseigné le fond du parti. Non, mais c'est Eteni qui a été accusé d'avoir détourné les fonds destinés aux obsèques du fait Tshisekedi de Wamulumba. Le même Eteni Longondo. À 3,5, 4,5 ou 5,5 $, le wax de Maman Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo, le Congo restera un et indivisible. Choisir car ici c'est la pertinence et la profondeur, c'est ce qui caractérise en grande partie ces tribunes et nos invités sont choisis par rapport à ça. Pour aujourd'hui, nous avons le réel plaisir, mesdames, messieurs, chers internautes, de recevoir pour vous un éditorialiste avec qui nous allons échanger sur certains sujets d'actualité. Simeon Isako, merci d'être venu. Merci Gédéon, merci de l'invitation. Je crois que la santé, ça va en ces débuts de semaine. Ben oui, ça marche. Nous évoluons au rythme de la RDC, on ne pas dire au rythme du pays. Et donc ça va. D'abord, une question d'entrée avant de prendre l'ensemble du menu. Comment se porte la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays? Est-ce qu'il y a des avancées significatives quant à la montée en puissance des forces armées et des moyens qui sont mis justement pour arriver à bout et éradiquer complètement la sécurité à l'Est? Bon, je n'aimerais pas être pessimiste par rapport à cette question-là, mais néanmoins, je dois souligner, comme vous le savez aussi tous, ensemble avec ceux qui nous suivent, que la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC n'est pas très bonne parce que le M23, en fait, le Rwanda avec ses supplétifs qui sont le M23, les éléments de M23 sont en train de prendre du terrain. Ils gagnent du terrain. On a tous suivi hier lundi la chef de la MONUSCO au Conseil de sécurité de l'ONU qui alertait Bintou Keïta, qui alertait sur le fait que le M23 sont actuellement au sud Kivu, précisément à Calais. Et donc, ils ne sont plus seulement. Donc, ils sont sur le point de s'emparer d'une troisième province. Ils sont maintenant au sud. Et donc, vous comprenez qu'ils sont en train d'évoluer. C'est une avancée significative de leur côté.
lorsque les M23 sont au niveau décalé, au sud Kivu donc, ça veut dire autrement que nos forces sont en train de perdre sur terrain. Parce que comment l'ennemi peut progresser sur terrain? L'ennemi ne peut progresser que lorsque la force qui est en face n'est pas en train de l'empêcher de progresser. Mais si l'ennemi progresse, donc vous contournez, vous allez à gauche, l'ennemi va à droite, il vous distrait, il va à droite pour prendre une autre promesse, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne marche pas trop bien sur terrain. Et donc cette alerte de la chef de la MONUSCO nous fait comprendre du coup que la situation sur terrain n'est pas très bonne. Et ce matin, je lisais sur la toile certains habitants de quelques villages qui environnent le chef-lieu de la province du Nord Kivu, Goma, en train d'alerter sur le fait qu'il y a l'M23 qui se déploie tout autour de Goma. Dans les différents villages. Si je peux en tout cas lire pour avoir des précisions, il se déploie tout autour de Goma. Est-ce que voilà, l'objectif à ce jour, c'est de prendre Goma ou de mettre à terre tout simplement, de boucher et de fermer le couloir économique et asphyxier Goma sur le plan économique? Alors, je vais répondre. Alors, je lisais cet internaute-là qui vit là-bas, bien évidemment, qui disait qu'il y a l'M23 qui se déploie autour des Rumangabo. Il a vu des camions et des camions, des pick-up et des rebelles M23 associés aux militaires rwandais en train de se déployer pendant cette période de la trêve humanitaire. Ça veut dire que l'M23 profite de cette période pour se déployer, profite de cette période pour se positionner. De sorte que lorsque la trêve aura pris fin, l'M23 prenne Goma. C'est ça les dispositions qu'ils sont en train de prendre à leur niveau en tant que rebelles. L'objectif ici, c'est de faire fléchir Kinshasa. D'aller sur la table de discussion. Voilà, nous devons aller discuter, mais pas en position de force. Avec les conditions que vous mettez sur table. Pas avec les préalables que vous mettez sur table et que vous dressez. Nous devons aller à la table des négociations à l'État. Ça veut dire que Goma est tombé par hasard, c'est pas mon souhait. Je sais que les forces loyalistes travaillent et Goma ne tombera pas. D'ailleurs, des instructions ont été clairement données hier par le chef de l'État pour que notre armée passe à l'exécution des mesures qui ont été prises lors de la réunion du Conseil supérieur de la défense autrefois. Et donc Goma ne va pas tomber. Mais l'objectif de l'ennemi, c'est de faire tomber Goma, faire tomber certaines localités, certains villages, certains territoires, de sorte que quand nous serons sur la table des négociations, ils soient en position de force, l'ennemi, qui disent, voilà, j'ai occupé tel territoire, tel village, telle localité, telle ville, mais vous négociez pour que je quitte. Alors comment expliquer si vous n'acceptez pas mon agenda, je ne cède pas. Donc, le M23 et le Rwanda veulent nous amener là. Le M23 continue à se positionner et à occuper d'importants territoires, alors qu'on sait que la menace est permanente et il peut intervenir n'importe quand. Et le problème, c'est situé à quel niveau? Est-ce au niveau de l'effectif de l'armée ou justement il y a autre problème à craindre et maintenant à chercher des solutions pour que les forces armées loyalistes montent en puissance? Bon, tout ce que je peux dire en ce moment n'est que supputation. Parce que à ce jour, nous n'avons pas l'effectif exact de nos militaires qui sont en front. Ça, c'est parmi les secrets défense. Combien de militaires sont en front? Nous ne connaissons pas. Et je crois que ça ne sera pas facile de les connaître aussi. Parce que ça fait partie des secrets défense, comme je le disais tout à l'heure. Est-ce qu'il y a un problème d'effectif au front? Parce que le V3 est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un problème de munitions?
est-ce qu'il y a un problème d'orientation, d'instruction? Est-ce qu'il y a un problème des directives? Y a-t-il un problème des charges et des opérations? Le problème se situe à quel niveau? Est-ce qu'il y a tous ces problèmes soulevés? Je ne sais pas actuellement répondre à cette question. Mais nous constatons seulement avec amertume et des villages sont en train de tomber. Certains sont même tombés, passés aux mains des rebelles alors qu'il n'y a pas eu affrontement. Il n'y a pas eu affrontement. Et donc, c'est quelque chose que nous déplorons tous. Et nous nous demandons si effectivement il y a de la rigueur dans les rangs des FARDC. Et donc, je n'aimerais pas plonger dans des supputations, dans des suppositions par rapport à cette question-là, parce que nous ne saurons pas avec précision. Si les problèmes se situent au niveau du commandement, si les problèmes se situent au niveau de la stratégie, si les problèmes se situent au niveau de l'effectif, si les problèmes se situent au niveau de la motivation, on ne sait pas les dire à ce jour avec exactitude. Tout ce que nous savons voir aujourd'hui, c'est qu'il y a des villages qui sont tombés et qui sont en train de tomber et que la situation est en train d'aller de mal en pire et que le Sud Kivu, une partie bien sûr du Sud Kivu, est tombée entre les mains des rebelles, ce qui est déplorable. C'est très déplorable, justement. Et on ne sait pas maintenant à Kinshasa comment devra-t-il s'employer pour résoudre cette question, parce que l'équation s'amplifie et avec la question humanitaire souterraine. La plupart des Congolais vivent dans des conditions assez effroyables. L'aide humanitaire ne leur arrive pas au bon moment, en plus de l'insécurité et de l'avancée significative du 2023. Comment voyez-vous Kinshasa régler tout ça et réagir proportionnellement à l'attaque et à la question, parce que l'urgence s'impose? Ben, moi, je suis en train de voir Kinshasa continuer d'évoluer dans sa dynamique de la diplomatie. La diplomatie, je crois que même la nouvelle ministre, c'est l'option privilégiée. La nouvelle ministre chargée des affaires étrangères est dans cet élan de la diplomatie. Ici, chez nous, à RDC, donc, nous sommes encore sur cet aspect des choses. Et donc, on privilégie encore la démocratie. Et qu'est-ce que je dis? La diplomatie. On donne encore de la chance à la diplomatie. Parce que on s'est dit, ben, la guerre, oui, la guerre, on sait quand est-ce qu'elle débute, mais on ne sait pas quand est-ce qu'elle finit. La guerre, oui, mais la guerre, elle a des conséquences néfastes. Conséquences collatérales. Qui sera touché, qui sera épargné, nous ne le connaissons pas. C'est pourquoi Kinshasa veut résoudre cette question dans la diplomatie. Mais Kinshasa ne veut pas, quand je parle de Kinshasa, le régime Tshisekedi, le président Tshisekedi. Le président Tshisekedi ne veut pas résoudre la question comme Kabila l'a résolu. Parce que Kabila a résolu la question par la négociation, en ayant un accord politique. Et c'est cet accord politique aujourd'hui qui est en train de nous desservir, qui ne nous a pas servi. Mais on a l'impression qu'il est sous le trace de son prédécesseur et que jusqu'à ce jour, l'option militaire n'est pas encore levée. On est encore dans du pourparlers qui n'ont pas encore abouti. Jusque-là, l'option militaire, même ils si n'ont nous devons... fait qu'accoucher d'une souris. Même si nous devons le dire tous, nous sommes fatigués, nous sommes en tout cas... on n'est plus d'avis avec cette diplomatie floue présentée par nos partenaires occidentaux et d'ailleurs du monde. On n'est pas d'accord avec cette manière d'aborder le problème. Ça veut dire qu'il ne se limite qu'à condamner.
condamnons les Rwandais. Nous disons au Rwanda de faire ça. Nous disons au Rwanda de D'ailleurs, faire ça. c'est Vital Kamerhe qui l'a fait Mais au Canada. il ne passe pas, à l'action. Je m'excuse, il ne passe pas à l'action. Il condamne, mais il ne passe pas à l'action. Tenez, les États-Unis d'Amérique ont réussi à obtenir une trêve. Ils ont réussi à obtenir une trêve. Ils ont réussi à obtenir la trêve de qui? Du Rwanda. Parce que c'est le Rwanda qui nous agresse. Donc c'est le Rwanda qui a d'abord décidé qu'il y ait cette trêve humanitaire. Pourquoi les États-Unis d'Amérique peuvent être capables d'obtenir la trêve humanitaire, mais ne peuvent pas être capables d'obtenir la fin de la guerre? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? C'est-à-dire Donc ça veut il y a dire, des puissances ça veut dire, qui sont derrière le Rwanda. ça veut dire qu'il y a une complicité. C'est clair à comprendre. Lorsque je suis à mesure de venir chez toi, je te dis, Gédéon, arrête d'attaquer Jean-Pierre pendant une semaine. Et tu le fais. Ça veut dire que je suis capable de venir te dire, mais Gédéon, De vous écoute là. convaincre d'abandonner, Ben oui. de faire taire les armes. Je suis capable de revenir chez toi pour D'enterrer te dire, l'arche de ben, guerre. écoute, Gédéon, on a de la paix, on a de ça. Je vais parler à Jean-Pierre, il va te donner ça, il va faire ça de toi. Arrête de l'attaquer définitivement. Arrête d'attaquer Jean-Pierre. Tu ne devrais plus t'attaquer à lui. Est-ce que Donc, les États-Unis- devons-nous parler de la les États-Unis responsabilité des d'Amérique- autres au lieu les de, États-Unis au- d'Amérique au lieu de sont- parler d'abord premièrement de nos responsabilités. Les États-Unis en tant d'Amérique, qu'État, les comment États-Unis nous sommes d'Amérique- organisés aujourd'hui. Les États-Unis d'Amérique sont capables de le faire. Les États-Unis d'Amérique sont capables d'obtenir la fin de la guerre à l'est de la RDC parce qu'ils l'ont prouvé en obtenant cette trêve. S'ils n'obtiennent pas la fin de la guerre en RDC, s'ils ne sont pas en mesure d'obliger au Rwanda ou bien de conscientiser les Rwandais, ça veut dire que en sourdine, Mhm. ils y sont pour quelque chose. Pourquoi devons-nous attendre les autres seulement? Ils y sont pour quelque chose. Ils y sont pour quelque chose. Ils sont là parce que la situation d'insécurité profite et au Rwanda et à eux. Alors pourquoi nous devons attendre l'aide quand on sait qu'il y a des puissances, des forces obscures qui sont derrière le Rwanda, qui arment même le Rwanda et tous les groupes armés qui plus dans la partie orientale du pays? Pourquoi devons-nous continuer à attendre de leur aide alors que tout est... On ne peut plus qu'elle. Pourquoi? Parce que si nous décidons aujourd'hui de nous lever et de nous battre contre le Rwanda militairement, prenons l'aspect diplomatique, nous mettons de côté, nous disons, ben écoutez, là, trop c'est trop, nous allons nous battre contre les Rwandais. Est-ce que nous allons gagner les Rwandais? Non, je ne minimise pas notre armée. Notre armée est à mesure de gagner l'armée rwandaise. Alors qu'est-ce qui vous fait craindre? Mais le Rwanda aura des soutiens de taille, des soutiens de taille. Des soutiens de taille. Et tous ces États qui convoitent la richesse de la RDC. On peut chercher à les avoir aussi de notre côté. Non, mais ils savent qu'en venant au Congo, c'est d'ailleurs la première démarche menée par le président Tshisekedi lorsqu'il est arrivé au pouvoir. Chercher à ramener les partenaires, faire comprendre aux partenaires, venez entrer par la grande porte pour exploiter. Et mon pays bénéficie. On Que signe des vous contrats aussi, win-win. et vous aussi, vous puissiez bénéficier. Ils n'ont pas voulu ça parce qu'ils veulent tout gagner. Tout gagner en créant l'insécurité. Parce qu'ils savent que pendant qu'il y a l'insécurité, ils exploitent. Et il y a des camions qui transportent des minerais qui amènent au Rwanda, en Ouganda, un peu partout. C'est ça. Ils veulent de cette situation-là. Ils veulent de cette situation-là, ce pays-là. Alors c'est moi Et donc, ils ont plus à gagner en exploitant illégalement, selon eux en tout cas, qu'à gagner en exploitant rien d'accord avec notre pays. C'est ce qu'ils se disent.
Continuer sur le plan diplomatique, est-ce que ça ne relève pas de la faiblesse du gouvernement ou de l'État congolais? Non. Ou c'est juste par sagesse qu'on essaie de voir les choses comme ça et agir? Dire que ça relève de la faiblesse, c'est un peu trop fort, tout en sachant que Parce qu'on n'est pas sûr de gagner la bataille. Ceux qui se sont fait la guerre, c'est l'élément capital. Ceux qui se sont fait la guerre à travers le monde, même 10 ans après, ils ont fini par négocier. Ils ont fini par négocier. Vous faites la guerre et après vous dites, écoutez, nous devons négocier. Parce qu'il y a eu des dégâts énormes. C'est quand on étudie les rapports de force. Il y a eu des dégâts énormes. On estime que le rapport de force équivalent, voilà. À ce moment-là, on peut aller à la table de négociation. Non, mais moi, je n'aimerais pas que... Quand le rapport de force n'est pas le même. Je n'aimerais pas que notre situation soit comme celle de la Russie et de l'Ukraine. Ça veut dire que nous nous considérons comme ces grands Congo. Nous pouvons entrer au Rwanda et chaque Congolais peut avoir entre ses mains 3-4 Rwandais boxer. C'est fini, nous mettons fin à la guerre sur le plan militaire. Nos militaires peuvent envahir le Rwanda, tuer tous les militaires rwandais, c'est fini. On met définitivement fin à cette guerre injustement imposée au pays de Lumumba, de Kassavo et de Mizero Désiré Kabila. Nous pouvons nous dire qu'on peut faire ça. Mais attention, nous risquons de nous retrouver dans une situation pareille à l'Ukraine et la Russie. Ça veut dire que c'est la sagesse. Ça veut dire que nous nous considérons comme l'Ukraine parce que nous pouvons facilement marcher sur le Rwanda. Mais derrière le Rwanda, que nous croyons petit, il y a les États-Unis, la France et les autres grandes puissances du monde. Donc le Rwanda risque d'être l'Ukraine. Aujourd'hui, la Russie, c'est pas vaincre. Mais tous on savait que la guerre russe contre l'Ukraine, cette guerre-là ferait une semaine seulement. On se disait tout ça. Avec toute la puissance, toute la force de Poutine, mais l'Ukraine n'allait pas résister pendant un mois. Mais aujourd'hui, c'est plusieurs mois de résistance. Est-ce que c'est le même cas que... L'Ukraine résiste aujourd'hui. Ça fait plusieurs mois. Alors, plusieurs mois. Donc, ça veut dire que la RDC peut être derrière l'Ukraine, de la même enseigne en prenant ces cas. Derrière l'Ukraine, il y a des forces. Ça peut aussi être le cas demain pour la RDC. Si nous décidons de faire la guerre au Rwanda. C'est mon analyse. Ça veut dire que les grandes puissances qui profitent de nos minerais, les grandes puissances qui profitent de toute cette richesse-là que nous avons, vont se liguer derrière le Rwanda. Pour que nous soyons cette fois-là pulvérisés, totalement détruits. Et faire front commun. Voilà, et faire un front commun derrière le Rwanda. C'est pourquoi les chefs de l'État continuent de privilégier l'aspect diplomatique. Tout en se préparant sur le plan militaire. Pour qu'on finisse. Si sur le plan diplomatique ça ne marche pas, déclenchons sur le plan militaire. Alors, comment maintenant l'axe diplomatique est-il activé ici chez nous, en République démocratique du Congo? Parce que l'impression que nous avons, c'est que nous avons des officiels qui ne font que dénoncer, mais on ne voit pas de vision claire, la vision diplomatique claire, qui fera ce que le Rwanda, aujourd'hui, puisse fléchir, ou que tous les autres États du monde comprennent que, voilà, enfin, le Congo s'est réveillé et il veut reprendre son destin de grandeur. Est-ce que devons-nous continuer à dénoncer ou à changer un peu de fusil d'épaule? Ce que nous faisons tous ces jours, c'est de dénoncer d'abord. Pour quelle fin? Dénoncer, agir sur le plan national et international. Faire comprendre au monde qu'ils n'ont pas intérêt de voir des Congolais continuer de mourir. C'est ce que nous sommes en train de faire. Parce que je lisais la semaine dernière, il y a Bruxelles qui s'est préparé à infliger des sanctions au Rwanda et à certaines personnalités du Rwanda. Et donc, ça veut dire que pour que le Rwanda puisse reculer,
il faudra qu'il y ait des sanctions. Des sanctions des pays partenaires, de ces pays partenaires. Et pour obtenir ces sanctions-là, ce n'est pas par la guerre que nous allons faire contre le Rwanda. Mais la sanction ou les sanctions seront obtenues que par la diplomatie que nous sommes en train de faire. Parce que si le Rwanda est sanctionné, il va reculer. Alors, Simon, la question, c'est de savoir comment alors cet axe diplomatique est activé ici chez nous. Parce que lorsqu'on prend le cas du Rwanda, le Rwanda est beaucoup plus avancé en termes diplomatiques. Et vous voyez toutes les entrées dans des grandes organisations. Aujourd'hui, à la tête de l'OIF, il y a une dame qui est rwandaise. Et c'est le Rwanda qui a travaillé pour porter l'un de ses concitoyens à ce poste. Et nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? Et chaque fois, lorsque vous êtes dans de grandes assises, le représentant du Rwanda prendront fait et cause pour leur pays et pas pour la RDC. Je crois que c'est même ça, ce qui s'est passé lors de la 44e session de l'AFP au Canada et ce qui a même suscité la colère de Vital Kamerhe. Alors, qu'est-ce qu'on fait sur le plan diplomatique exactement pour que nous puissions avoir de l'avantage? Mais sur le plan diplomatique, parce que tu parles de Vital Kamerhe, ils sont au Canada, ils conduisent une délégation de parlementaires, sénateurs, députés nationaux. Ils sont là à l'APF pour parler, dénoncer ce qui s'est fait. Même si Louise-Marie Mushikiwabo a en tout cas ignoré la situation dans l'Est de la République. Elle a fait à dessein. Congo. Elle a ignoré, elle a fait à dessein. Mais quand même, Kamerhe a dénoncé. Il y a eu certains journalistes courageux congolais qui l'ont apostrophé dans les couloirs et lui ont posé des questions par rapport à ça. Je crois que c'est ça la diplomatie. C'est ce qu'il faut faire. Elle est au courant. Elle est au courant. Sur la même lancée. Ils sont au courant. Nous continuons de faire des efforts, de continuer de faire entendre notre voix. Parce que ce moment, on privilégie d'abord, cette fois-là, la diplomatie. Alors, vous pensez que toute la délégation congolaise, y compris Kamerhe, s'attendait à la sincérité ou à écouter des belles paroles de la bouche de Mushikiwabo? Tu trouves? Comment quelqu'un qui te menace peut être sincère envers toi? Comment quelqu'un qui te menace peut sortir des paroles qui te soulagent? Non. S'il le fait, ça veut dire qu'il est hypocrite. Donc on n'attendait rien de bon. Alors pourquoi maintenant on n'attendait rien de bon de Mushikiwabo. On a juste dénoncé le fait qu'elle ait énuméré les guerres qui sévissent au monde, mais elle n'a pas fait allusion à la RDC. Même si elle le faisait, ce ne serait pas par sincérité. Même si elle le faisait, ce ne serait pas par sincérité. Ce ne serait pas par sincérité parce que parmi les objectifs de l'OIF, c'est notamment aussi la promotion de la paix entre les pays membres. Le Rwanda et la RDC font partie de l'OIF. Ils sont des pays membres. Et il n'y a pas la paix entre ces deux pays. Et qui dirige l'OIF, c'est Mushikiwabo, la Rwandaise. Et donc tout ce qu'elle peut faire, elle peut le faire que dans un sentiment de malhonnêteté. Satisfaire ceux qui l'ont placé. Voilà. Je crois que c'est une raison de plus pour claquer la porte de toutes ces organisations ou y rester, continuer à faire pression. Moi, je me suis jusqu'à ce toujours que dit, nous aurons gain de cause. Je me suis toujours dit, je ne vois pas pourquoi nous continuons d'être à l'OIF. L'EAC ici, on a intégré l'EAC, mais ça nous apporte quoi? Est-ce que ça nous apporte? Rien. Nous continuons d'être à l'OIF. Nous devons réexaminer le choix alors que l'OIF ne s'implique pas pour que la situation dans l'Est soit résolue. Quoi bon être là? Alors qu'est-ce que vous suggérez? Bon? Reconsidérer le choix d'adhésion à toutes les organisations internationales comme sous-régionales. Absolument, absolument. Il faut peser. Est-ce que ça vaut? Parce que partout là, il faut payer des cotisations. Payer des cotisations. Et donc c'est l'argent qu'on donne comme ça pour qu'on vienne nous agresser. Et qui perd? Le Congolais qui perd. Donner son argent pour qu'il soit agressé. Et donc il faut cette fois-ci réexaminer les questions d'adhésion dans les organisations internationales et objectifs régionales. généraux et spécifiques des organisations et objectifs,
où on commence à s'écarter des objectifs même de l'existence et de toutes ces organisations. Ben, comme je l'ai dit ici tout à l'heure, parmi les objectifs de l'OIF, c'est promouvoir la langue française. La paix, la langue française bien évidemment, culture, les valeurs, la culture, tout, mais aussi la paix. La paix aussi. Entre les membres qui composent l'organisation. Le Rwanda est dans l'OIF. Le Rwanda est dans l'OIF. Si déjà on ne sait pas promouvoir la paix, si déjà il y a la guerre, des attaques, des agressions entre membres, à quoi l'organisation sert? Nous devons nous réunir seulement parce que nous parlons la langue française. Mais nous refusons d'obéir aux objectifs de l'organisation, à la mission de l'organisation. Ça ne sert à rien. Et donc, si nous continuons d'être là, je dis peut-être que les autorités sont un peu complaisantes par rapport à ça. Merci beaucoup. On va prendre un autre sujet d'actualité. Et on reviendra peut-être dans une autre émission beaucoup plus élaborée pour parler cette fois-là de la problématique sécuritaire dans l'est du pays. Il y a à boire et à manger. On va en tout cas décortiquer les tenants et les aboutissants de cette situation parce qu'il n'a fait que durer depuis plus de presque 30 ans que la situation est loin de voir son épilogue. Alors, on parle de la situation qui prévaut, les climats malsains, qui prévaut au sein de l'UDPS, parti au pouvoir. Eh bien, entre les fils et filles d'un même père, ils ne s'entendent pas. Il y a des unions, au lieu que l'union soit sacrée, que l'on arrive à garder la flamme d'amour allumée. Alors, nous avons reçu pour vous Siméon Isako, qui est un éditorialiste. D'entrée déjà rapidement, nous allons d'abord avoir son point de vue, votre coup d'œil d'analyste par rapport à cette situation. Eh bien, la situation à l'UDPS, poser d'abord les bases, dire aux TSP, aux internautes, qu'est-ce qui se passe justement au sein de ce grand parti du pays qui apparemment devient de plus en plus décapité. C'est ce que je voulais dire. Je voulais donc faire. Je peux appeler ça guerre des palais. La guerre des palais. Guerre des palais. Celui-ci veut se positionner, fait que l'autre quitte. Moi, je vais être là, je vais mieux faire, soutenez-moi. Lui n'a pas mieux fait, lui, ça passé à vie, qu'on sort. C'est une guerre des palais. Et à l'UDPS, ils sont habitués comme ça. Habitués comme ça. Il y a ces guerres-là qui naissent chaque fois. Et après, ils se mettent autour d'une table, ils se parlent. Ils avancent. C'est ça l'UDPS. Déjà, dès la création de l'UDPS, il y avait des conflits. Donc rien à dramatiser à ce stade. Déjà, dès sa création à l'UDPS, il y avait des conflits. L'UDPS Tshisekedi, l'UDPS, j'ai encore oublié les noms, tout ça. L'UDPS Kibasa, des conflits. Donc c'est un parti des masses. Un parti qui est dirigé comme ça. C'est la démocratie à l'UDPS. C'est pas la rébellion, c'est la voix de la démocratie. Bon. Qui résonne au sein du parti. Si nous voulons parler de ce que fait Eteni Longondo, si nous voulons dire que c'est une rébellion, ben, je peux, au regard des faits, me permettre de dire que M. Eteni Longondo, le docteur Eteni Longondo, qui n'est arrivé à l'UDPS qu'en 2011. D'après l'histoire, il arrive en 2011, il adhère comme membre à l'UDPS, c'est Jeko Beya qui l'amène à l'UDPS. Il adhère parce qu'il a fait un don à l'UDPS, les ordinateurs, les armoires, les tables, les consoles. Il fait les dons, il adhère et puis il rentre aux États-Unis. Il revient vers 2015. Et plus tard, il a la chance, le président est élu et consort, ben, il intègre. Et donc, ce n'est pas quelqu'un d'abord qui a combattu comme les autres combattants à l'UDPS. Eteni Longondo dont nous parlons aujourd'hui.
Pas quelqu'un qui a combattu comme les autres. Mais il a combattu. Le combat, c'est aussi accompagner la vision. Non. Quand IDPS, quand nous parlons combat, oui, accompagner. Chacun peut combattre de sa manière. Il peut accompagner avec l'argent, avec. Mais vous savez, l'UDPS, c'est un parti qui a résisté. Mais on n'aura pas, tout le membre sur le même front. Il y a d'autres qui sont comme défenseurs, d'autres qui sont comme attaquants et d'autres qui financent en coulisses le parti pour implémenter ces actions. Je ne refuse pas. Je ne refuse pas. Mais à l'UDPS, tout le monde a combattu. Commençant par Etienne Tshisekedi lui-même, tout le monde est descendu dans la rue. Combien de fois Etienne Longo est descendu dans la rue? Lui-même, Etienne Tshisekedi, propriétaire de l'idéologie, de la vision du parti, était dans la rue plusieurs fois. Son fils, n'en parlons pas. Kabouya, même Kabound, qui est parti de l'UDPS, qui a créé son propre parti, aussi. Parce qu'avec Etienne, c'était pareil. Et donc, c'est un parvenu. Pourquoi résumer le combat d'un individu par des actions d'envergure? Laissez-moi évoluer. Donc, c'est un parvenu. C'est quelqu'un qui n'a pas combattu. Et aujourd'hui, il est en rébellion, pas contre Augustin Kabouya, mais contre l'UDPS. Bien évidemment, quand on parle aujourd'hui d'UDPS, on va Augustin Kabouya. Parce que c'est lui. Il parle de la réorganisation du parti, il parle de la gestion quotidienne du parti. Et ça, c'est vouloir le bien du parti, c'est pas contre un individu. Je vais évoquer la question. Donc aujourd'hui, M. Etienne Longondo est en rébellion contre l'UDPS. En rébellion. En voulant fragiliser la gestion d'Augustin Kabouya. Il est en rébellion contre son propre parti. Parce qu'il est en rébellion contre les statuts du parti. Quand tu violes les statuts du parti, ça veut dire que tu es en rébellion contre ton parti. Il n'est pas en rébellion contre Augustin Kabouya. Ça, nous devons les savoir comme ça. Quand il réclame la réorganisation du parti, il réclame l'organisation du congrès. Le congrès à l'UDPS est organisé après 5 ans. À moins que je me trompe. Mais ce qu'Etienne doit réclamer, c'est l'organisation du congrès extraordinaire. Encore est-il que lui, en tant que membre simple du parti, il n'a pas le pouvoir de réclamer l'organisation du congrès extraordinaire, selon leur statut. Ça veut dire qu'il est dans le faux, même dans ses réclamations. Ce sont des contre-vérités. Ce sont des mensonges. Il est dans le faux. Alors pourquoi ces déclarations fracassantes dérangent aussi autant? Mais c'est... Ça fait même trembler les autorités du parti. Je ne sais pas si ça fait trembler, mais moi, tout ce que j'ai pu comprendre par mon analyse, c'est qu'il s'agit simplement de quelqu'un qui est frustré, qui n'a pas été nommé, qui a voulu être ministre, qui a voulu être premier vice-président de l'Assemblée nationale, mais qui n'a pas eu la chance parce qu'on s'est dit, écoutez, nous devons servir les autres, ceux qui ont déjà été servis, reposez-vous un peu. Mais il n'a pas apprécié cela. Mais parce que je n'ai pas apprécié, je m'en prends au numéro 1 du parti. C'est ce que Etienne est en train de faire, ensemble avec sa bande. Parce qu'ils n'ont pas été alors vous parlez de la frustration. Parce que si était nommé, il n'aurait pas agi il n'aurait pas agi de la sorte. Donc c'est quelqu'un qui est frustré et qui vient distraire l'opinion alors il se pose publique. Un véritable problème, un problème sérieux de gestion des ambitions à l'intérieur du parti. Mais la gestion des ambitions, qu'on en parle quand même, nous connaissons tous l'histoire de l'UDPS, nous sommes les historiens du présent. Moi, j'ai couvert l'UDPS alors qu'elle était dans l'opposition. Est-ce qu'à l'UDPS, on avait déjà institué une commission de gestion du parti? Non, c'est Kabouya qui a institué la commission. Au nom de la transparence. Et ce sont des amis, des potes qui sont placés au nom de la transparence. dans cette commission. C'est lui qui institue le parti. Je ne connais pas un seul ami de Kabouya qui est devenu ministre. Je ne connais pas. Pas
une amie ou un ami de Kabouya qui a été nommé mandataire quelque part? Je ne connais pas. Tout passe par la commission instituée par le parti. Vous venez, vous déposez vos dossiers, vous dites, vous motivez pourquoi vous voulez occuper tel ou tel autre poste. Eh bien, la commission délibère. Si votre dossier est passé, c'est bien. S'il n'est pas passé, ben, vous attendrez le prochain tour. C'est ce qui s'est fait actuellement à l'UDPS. Ça s'appelle transparence dans la gestion. Ça s'appelle transparence dans la gestion. Aujourd'hui, l'UDPS est la première force politique dans notre pays. Plus de 150 députés, plus de 40 sénateurs, plusieurs gouverneurs, s'il vous plaît, ça contredit toutes ces statistiques. S'il vous plaît, plusieurs gouverneurs, plusieurs députés provinciaux, plusieurs administrateurs des territoires, des maires des villes, des bourgmestres, conseillers communaux. C'est parce qu'on y a travaillé. Les mandataires publics. Mais ce sont les fruits de la gestion du parti. Si la gestion du parti n'était pas bonne, on n'aurait pas eu ces résultats. Ce n'est pas les hasards qui a produit aussi. Est-ce que les hasards qui a produit quelque chose est-ce que les hasards peuvent produire pareil résultat? Les hasards peuvent produire pareil résultat. Les miracles existent. Est-ce que les hasards peuvent faire de vous la première force politique dans un pays? Et donc les hasards font en sorte que vous ayez plus de députés provinciaux, plus de députés nationaux, plus de sénateurs, plus de ministres. Vous ayez un premier ministre, une première ministre. Encore, je veux dire, poser la question, dans quelles conditions ces élections se sont organisées? Non, là c'est un autre débat. Si vous voulez parler du débat élection, vous savez que ce sont les élections qui n'ont pas été contestées par d'abord les observateurs nationaux, dont l'Église catholique. Vous savez que l'Église catholique a contesté toutes les élections passées. Même la première élection de Tshisekedi, l'Église catholique avait contesté. Mais cette élection, l'Église catholique n'a pas contesté. Ça veut dire que même les partenaires internationaux de la RDC n'ont pas contesté. Enfin, parce qu'ils se disent c'est la continuité du fruit du hold-up électoral. Non, c'est pas ça. C'est pas ça, ça c'est vous qui le dites. C'est vous qui le dites. Vous connaissez comment les partenaires ils sont regardants, rigoureux. Ah, ça marche pas, ils vous disent que ça marche pas. Ils n'ont pas leur langue en poche quand même. Et donc, quelqu'un qui s'est battu, alors que les autres dormaient déjà, lui redynamiser les partis à travers les provinces, et au finish, à l'issue des élections, il a pareil résultat, et vous venez dire de lui qu'il n'a pas bien géré les partis. Ah ben, mais il faut être de mauvaise foi quand même. Il faut être malhonnête pour ne pas avoir ces résultats. Donc, selon vous... Parce que la bonne gestion... Attendez, c'est s'il vous plaît. Donc, parce que la bonne gestion, c'est manifeste par les résultats. La bonne gestion, c'est manifeste par les résultats. Mais aussi la mauvaise gestion, c'est le fruit de l'échec. Donc, les mauvais résultats. Mais vous avez les bons résultats. Mais aujourd'hui, ce n'est pas la bonne gestion. On parle du contenu. Que nous propose l'UDPS comme contenu, comme idéologie, comme vision? C'est à cela qu'on devrait adhérer et peut-être essayer d'épiloguer là-dessus. Ce que propose l'UDPS comme vision. L'UDPS en tant que personne morale. C'est ça, non? C'est ce que propose l'UDPS en tant que vision. C'est ce que le chef de l'État est en train de faire. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État dit le peuple d'abord. L'État des droits. La lutte contre la corruption. Il a pris ça d'où? N'est-ce pas de l'UDPS? Et c'est ce qui se passe au sommet de l'État. N'est-ce pas? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Il n'a pas pris ça de l'UDPS. C'est de l'UDPS. C'est ce que le peuple vit. L'État des droits, le peuple d'abord. Si, vous savez, ce sont des réformes. Et quand on parle réforme,
Il y a toujours des choses qui marchent. Il faut Dans un donner premier 10 ans. temps, non. Il y a toujours des choses qui marchent. Dans un premier temps, des choses qui marchent après 1 année, après 2 ans, après 3 ans. C'est ce à quoi nous sommes en train d'assister aujourd'hui. Construire un état des droits. Privilégier le peuple. Donc, quand on parle de réformes, ça peut prendre 10 ans, 20 ans. Les Et réformes, pourquoi certaines réformes marchent et d'autres ne marchent pas? les réformes peuvent pas prendre même un siècle. Et pourquoi on a fait 37 ans ou plus dans l'opposition? Parce qu'on avait un idéal. Mais c'est ça que je suis en train de dire. C'est cette idée-là qui est en train d'être implémentée aujourd'hui. Alors, il faudra combien de Ça temps, marche. combien de temps Ça l'UDPS marche. pour implémenter la vision et redresser le front Pour un pays, courbé, pour un pays qui est dans les et gouffres, redécoller. pour un pays qui a été plongé dans les gouffres pendant plus de 20 ans, Il faudra 30 ans. il faut 5 ans pour le relever? La question vous est posée. Non. Il faut donner combien de temps? Il faut que ça prenne le temps que ça doit. Ça ne devrait pas en Combien? prendre. 30 ans. Je ne sais pas définir le temps, je ne suis pas Dieu le Père. Il faut que ça prenne le temps que ça doit prendre. En tout cas, que ça prenne le temps que ça Ne doit voyez-vous pas que prendre. le temps, c'est dans la gestion, dans l'amour et dans le souci de ceux qui dirigent, de travailler pour que les situations tant socio-économiques changent? Il faut Est-ce que vous ne voyez reconnaître. pas que le temps, c'est ça? Il faut Au reconnaître. vu de l'urgence, est-ce qu'aujourd'hui, nous devrions parler du temps ou travailler, avoir des hommes qui sont pleins de compétences, qui peuvent travailler pour l'intérêt du pays? Des hommes pleins de compétences. Il y a un nouveau gouvernement qui a été mis en place. Ils sont encore au début. Nous leur accordons la chance. Ce sont ces hommes qui doivent travailler pour exécuter la vision, appliquer la vision du chef de l'État pour le bien-être des Congolais. Et donc, ils n'ont à peine que quelques mois, je ne sais pas, 2 mois. Nous leur accordons encore la chance. Et puis, nous sommes confiants qu'ils vont bien travailler, et tout en se servant des erreurs des autres pour que le social des Congolais soit, en tout cas, amélioré. Voilà un peu. Et donc, que l'UDPS, parce que nous parlons de l'UDPS, arrête. Vous savez, c'est désolant, très désolant, de constater, de voir que c'est le parti présidentiel qui est en train de donner une autre image. Juste 7 mois après les élections. Une image écorchée. Alors qu'on est en train de mettre en place les institutions. Une image écorchée. Quelle est l'image que l'UDPS donne? L'image de la honte. Écorchée, comme tu l'as dit. Ça s'est craché sur la mémoire du fait Etienne Tshisekedi Wamolumba. La démarche d'Etienne Lungondo, justement, crache sur la mémoire d'Etienne Tshisekedi Wamolumba. Mais je me dis, quand il dit on ne donne pas des emplois aux combattants, monsieur Etienne Lungondo, l'UDPS arrive au pouvoir en 2019. On se le dise. Je suis en train de faire une analyse. Allez-y. L'UDPS arrive au pouvoir en 2019. L'UDPS trouve qu'il y a des Congolais engagés à la DGDA, à l'OGFREM, à l'Office des routes, un peu partout, DGI, DGRAD et consorts. Et quand vous dites que on n'a pas donné des emplois aux combattants, alors que nous savons, nous sommes des journalistes et nous observons, nous sommes dans la société, nous vivons dans la société. Nous savons qu'il y a des combattants à qui on a donné des emplois. Nous sommes journalistes, il y a certains de nos amis de l'UDPS, ils sont aujourd'hui casés ça et là, avec qui nous échangeons, qui combattaient Et hier, on ne donnera pas de l'emploi à tout le monde. On ne donnera pas de l'emploi à tout le monde. Et donc, vous voulez dire à M. Kabouya qu'il s'érige en dictateur,
il aille à la DGDA, qu'il dise au DG de la DGDA, écoutez DG, je suis le secrétaire général du parti présidentiel. Vous me chassez tous les agents qui sont ici. Je vous envoie les combattants de l'UDPS, vous les engagez. Il va à la DGI, il fait la même chose. Ça serait indécent. Alors Jefrem, il fait la même chose. À l'office de route, il fait la même chose. À la RVA, il fait la même chose. STP, il fait la même chose. Obil, il fait la même chose. Onatra fait la même chose. Et donc, c'est ce qu'Étienne Ilongo de sa bande veulent. Ils veulent maintenant que Kabouya les fasse. Pour qu'ils prennent les combattants de l'UDPS, qu'ils les cassent dans toutes ces entreprises-là et établissements publics. Comme si ceux qui sont là-bas en train de travailler ne sont pas des Congolais. Non. Il faut comprendre ici que tout le monde n'aura pas l'emploi au même moment. Alors, qui est derrière ce groupe? Il y en a qui seront engagés. Qui est derrière? S'il vous plaît. Il y en a qui seront engagés et il y en a qui ne seront pas engagés. Parce qu'aujourd'hui, si les combattants de l'UDPS sont par exemple à 100 000, est-ce que l'État a créé 100 000 emplois pour engager tous ces combattants? Alors, voyez-vous quelqu'un qui est Mais derrière... on engage les combattants, on place les combattants là où il y a des places vides et chacun, selon, je vais dire ses compétences. Mais il n'y a pas de place vide. Il n'y a pas de place vacante. Alors, je fais par exemple. Tu veux qu'on envoie les gens là-bas alors qu'il n'y a pas de place vacante? Alors, ce que fait Etienne Longondo, c'est de la manipulation. Et voyez-vous une main derrière? Etienne Longondo, son action. Etienne Longondo, c'est un manipulateur. Comme le disent certains cadres de l'UDPS. C'est un manipulateur. C'est un frustré. Parce que s'il avait été nommé ministre, il n'aurait pas fait ce qu'il est en train de faire. Ils sont en train de présenter une très mauvaise image du parti présidentiel. Il a trahi les idéaux du parti. Mais il est en train de cracher sur la mémoire du fait. Vous reprochez à quelqu'un la mauvaise gestion, alors que c'est celui-là qui s'est battu pour que vous ayez plus de députés, plus de sénateurs, de gouverneurs, de ministres, que vous soyez la première force politique dans le pays. C'est ça que vous appelez mauvaise gestion? Simplement parce que vous n'avez pas été nommé. Et lorsqu'on vous a nommé, vous avez détourné. Qui ne sait pas qu'Etienne Longondo a détourné les fonds? Il n'a pas détourné. Qui ont été... Aujourd'hui, il est libre. Non. Donc aujourd'hui, le régime, on a un régime qui bénit, qui cautionne l'impunité. Vous oubliez que les chefs de l'État avaient dit dans ce pays que la justice était malade. Vous l'avez oublié. Vous l'avez oublié? Et lui, il est magistrat suprême. Quand la justice est malade... oui, il a dit que... Donc c'est pour vous faire comprendre que... Le magistrat suprême, dans ce cas... C'est pour vous faire comprendre que... Pour vous faire comprendre que Etienne Longondo avait détourné, mais par le fait que la justice est malade, il a été acquitté, blanchi. Et on le sait, et Siméon le sait qu'on le sait, et les Congolais le savent, mais on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Mais nous, on sait qu'il avait des... Nous, Congolais, dans nos têtes, là, dans ma tête, là, Etienne, c'est un détourneur, dans ma tête. Ça ne change pas. Dans ma tête, c'est un détourneur. Et comment quelqu'un qui a détourné peut s'ériger en donneur de leçons? Non, mais quand même, il faut que ce soit seulement au Congo, hein? Pour que moto ayibi, moyibi, aya kopé sa leçon, na moto atikala ko yibate, moto atikala ko gérer te. Atikala ko gérer bien évidemment chose publique te. Donc Etienne ayibi mongo ya l'État, mais azoya kopé sa leçon na Augustin Kaboya o atikala ko yibate, atikala ko gérer chose publique te. Alors qui est pas amoyibi. Moi, j'ai appris. Je me suis renseigné le fond du parti. Non, mais c'est Etienne qui a été accusé d'avoir détourné les fonds destinés aux obsèques du fait de Wamulumba. Le même Etienne Longondo. Le même. À l'UDPS, on vous dit... Comme qui dirait l'homme n'a pas changé. À l'UDPS, on vous dit... Augustin Kaboya ne touche jamais à l'argent du parti. Vous êtes journaliste, renseignez-vous. Posez la question au caissier, trésorier, comptable, toute la chaîne financière à l'UDPS. On vous dit qu'Assimba Kambon est parti. Comment quelqu'un qui ne touche pas l'argent du parti peut être accusé de mauvaise gestion financière? Donc on comprend que ce sont des inepties
Etienne et sa bande racontent. Des imaginations fertiles. Justement pour salir l'image de quelqu'un. Alors, et là, je l'ai dit de bonne foi. Parce que j'estime qu'on ne doit pas suer gratuitement l'image de quelqu'un. Alors que nous, en tant qu'observateurs, nous sommes en train de voir que il est accusé inutilement. Mais rien ne bouge à l'UDPS. On a l'impression que le CG n'a pas de soutien et que ce que dit Etienne Longodo, il ne fait que dire la vérité selon certaines sources. Soutien, ça veut dire quoi? Face à la grogne, personne pour le soutenir, pour parler de sa gestion qui aura été quasi parfaite, comme vous l'avez dit, avec la moisson abondante. Vous savez, l'UDPS, comment l'UDPS fonctionne? Si à l'UDPS, les gens ne sont plus d'accord avec toi, c'est toute l'UDPS qui s'élève. C'est tout le monde qui s'élève au même moment. Je dis bien au même moment. Ça commence toujours quelque part. Oui. Et c'est ce que fait aujourd'hui depuis quand peut-être dans les prochaines semaines, on verra une série de manifestations partout. Depuis quand Etienne a commencé? Il a suivi. Dans les semaines prochaines risquent d'être explosives. Non. Par contre, je sais que c'est une situation qui va très vite se calmer parce que c'est quelqu'un qui a été frustré. Moi, je me demande pourquoi nous donnons de la valeur à de pareilles personnes. Mais Etienne, dans ce convoi, il ne devrait pas se tenir devant les gens pour parler. Oyibibiso. Et tu viens devant nous pour décrire la gestion de quelqu'un d'autre. Même s'il dit la vérité, quand même. Même s'il dit la vérité, on ne peut pas l'écouter. Mais face à des faits, tu appelles ça vérité? Face à des faits, tu appelles ça vérité? Tu as un bulletin, tu es élève, tu as un bulletin, tu es premier de la classe, et tu as quelqu'un qui te dit à la maison, mais écoute, tu ne manges pas parce que tu as échoué. Et quand les autres personnes se lèvent pour dire, non, mais il n'a pas échoué, son bulletin est là, il est le premier de la classe. Les autres qui vont se lever pour dire, non, mais écoutez, c'est lui qui dit qu'il ne mange pas, il va échouer, parce qu'il a échoué, a raison. Entre les deux, qui a raison et qui a tort? Ceux qui te soutiennent parce que tu es premier de la classe et tu as les bulletins. Les bulletins, c'est un fait. Et ceux qui disent que non, il ne mange pas parce qu'on nous a dit qu'il a échoué. C'est la situation de l'UDPS. Il y a des faits opposables à tous. À l'UDPS, il y a des faits opposables à tous. Le fait aujourd'hui, c'est que l'expression de la bonne gestion a donné naissance au résultat actuel que l'UDPS a. Merci beaucoup. Au niveau des institutions. Merci beaucoup, Simon. C'est ça le fait à l'UDPS. Et Etienne Longodo vient opposer à ces faits, ces inepties, ces imaginations. Un peu pour suivre l'image de quelqu'un. Les faits sont clairs. Peut-être on prend la dernière question. Avec tout ce bruit, toute cette guerre, eh bien, vous pensez que ça... Ils finiront par s'entendre et par enterrer la hache de guerre. Mais au cas où ceci n'arriverait pas, quel est le sort réservé à tous ceux qui trahissent la mémoire du Sphinx? Selon votre expérience. J'avais dit qu'à l'UDPS, c'était souvent, on a toujours assisté à des pareilles scènes. J'ai appelé ça guerre des palais. Et puis, j'ai fait comprendre que c'est quelque chose qui va passer très rapidement. Ils se mettront autour d'une table et ils vont parler. Ça va très rapidement passer parce que on organise un congrès extraordinaire que s'il y a des faits graves. Vous avez dit qu'il a trahi. Quel sort qui est réservé au sein de l'UDPS à tous ceux qui trahissent la mémoire de ce grand parti? Mais d'abord, Etienne Longodo pose des actes pour suer l'image du parti. Ils devraient être convoqués par la commission des disciplines de leur parti pour être très vite recadrés et sanctionnés conformément au statut. Ils devraient être convoqués. Aucune action disciplinaire, c'est que... Je ne suis pas de l'UDPS, mais je suis en train de plaider une action disciplinaire soit initiée contre lui parce que là,
il est en train de donner une très mauvaise image du parti présidentiel. C'est quoi l'image que nous avons aujourd'hui de l'UDPS? C'est regrettable. Alors, on ne devrait pas se battre pour si peu. Leur raison aurait été que l'on puisse entendre et laver les linges sales en famille. Je pense que c'est fait. Idéal, Je crois que c'est comme vous l'avez c'est dit. l'idéal. Merci beaucoup, Simon Isako. Merci Merci, de votre brillante intervention. On vous retrouve prochainement, peut-être pour d'autres sujets et actualités. C'est moi. À toutes et à tous, nous avons le réel plaisir et merci de nous avoir soutenus et de nous avoir regardés jusqu'à la fin. Continuez à les faire, ne cessez pas de nous soutenir. Et si vous nous rejoignez pour la première fois et que vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne, faites-le, car ici, vous avez du meilleur pour votre cerveau et pour votre esprit. Portez-vous bien, car nous vous retrouvons beaucoup plus prochainement avec la même dose de plaisir. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs.